normalement. Et voilà, la modération sera faite par le professeur Chiminello, professeur à l'UCC. Nous avons l'honneur de recevoir notre modérateur qui était notre intervenant de la semaine, il y a 2 semaines, qui nous avait richement enseigné sur l'éthique et la légalité de la santé. Et aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'avoir notre intervenant, Elie Lunanga, qui est doctorant à l'Université d'Anvers. Il sera mieux présenté par le modérateur. Et je dis bonjour à tous les participants. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Chiminello, qui est notre modérateur de ce jour. Voilà, merci. Merci, Madame Claudine. Et bonjour à tous. Je remercie pour m'avoir donné l'honneur de modérer cette conférence. Et je remercie l'université et l'observatoire qui sont en train pour moi de faire vraiment un grand travail très important pour le développement de ce qu'est l'organisation opérationnelle de la RDC, parce que il faut toujours penser que les idées ont besoin d'être puis actualisées, d'être mises en œuvre. Et donc, nous continuons avec ces conférences, ce cycle de conférences. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous comme orateur le chercheur Elie Lunanga, et qui, je pense, être une promesse académique parce que il est jeune et il donne déjà de bonnes visions de ce qu'on on doit faire la recherche, et c'est très important de présenter. Il a la fonction de chercheur, analyste, évaluateur des projets auprès de la Fondation Virunga. Et il est aussi assistant-chercheur auprès du laboratoire d'économie appliquée au développement. Et ça, c'est très, très important parce que nous devons conjuguer, selon moi, l'économie au développement. L'économie toute seule n'a pas, comment on dit, pas de significat. Et donc, il s'occupe de la cellule PME Startup auprès de l'Université catholique de Bukavu. Et l'entreprise, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est vraiment la cellule du développement. Un chercheur qui s'occupe de ça signifie qu'il a compris exactement ce que le développement signifie pour l'avenir de la société. Il est aussi assistant aux enseignements à la recherche auprès de la faculté d'économie et management de Bukavu. Et il participe aussi à une collaboration entre la Fondation Virunga et l'Université d'Anvers pour une recherche sur l'impact de la fourniture d'électricité. Il est co-auteur dans le groupe Virunga pour le working paper COVID versus Ebola. Et aujourd'hui, il va nous renseigner sur ce qu'a été sa recherche qui s'appelle COVID versus Ebola et l'impact sur les familles et les petites entreprises et moyennes entreprises au Nord Kivu dans la RDC. Donc, je remercie Monsieur Elie Lunanga et je vous donne la parole et nous devons respecter l'horaire. Rappelons-nous que à 12h30, on doit finir parce que sinon on va durer trop. Merci, Monsieur Lunanga. Merci à tous les intervenants. À vous la parole, Monsieur Lunanga.
Merci beaucoup, professeur Roméo, pour la parole. Je tiens à remercier professeur Claudine pour l'invitation à la participation à ces forums et remercier tout le laboratoire, tout l'observatoire qui travaille avec la faculté d'économie de l'Université catholique du Congo. Donc, ma présentation va porter sur une analyse, une comparative de l'impact de la COVID-19 et des bas sur le ménage et sur le petit et moyenne entreprise dans la province du Nord Kivu en RDC. Avant d'aller plus dans le détail, je voulais juste peut-être présenter l'objet de ma présentation va s'articuler autour de 5 points, à part un petit point que je veux ajouter sur certains éléments clés. Donc, je commencerai par une brève introduction, puis présenterai les contextes du travail et de ces deux fléaux. Et puis, suivront la présentation de l'échantillon et celle des enquêtes. Et puis, par après, je résumerai nos résultats et conclurai l'objet de notre recherche. Et donc, pour peut-être bien l'annoncer au départ, et comme ça a été dit par le professeur Roméo, donc ce travail a été fait dans le cadre d'une collaboration entre l'Université d'Anvers et la Fondation Virunga. La Fondation Virunga, c'est une organisation non gouvernementale qui a un partenariat public-privé avec l'État congolais sur la gestion du parc national de Virunga Nord Kivu. Et ces projets Virunga est en train de fournir de l'électrification aux ménages qui sont autour du parc. Le parc prend presque le littoral est de toute la province. Et parce qu'on constate que le reste de ce parc sont menacés à la suite de groupes armés et oui, les gens coupent d'arbres, on fait de l'exploitation illégale, on tue les animaux, etc. Et donc tout ça a fait assez que le teneur du projet puisse réfléchir à une manière qui pourrait pousser les gens à moins recourir aux ressources de cette réserve mondiale. Et donc, ce sont des fonds d'électricité aux populations qui vivent autour pour voir si, avec cet accès à l'électricité, les gens pourraient développer des activités économiques et que donc, de surcroît, peuvent améliorer leur bien-être et moins recourir aux ressources du parc et aussi moins participer dans les activités criminelles. Donc, le travail n'est pas que le mien. Il a été élaboré par 5 chercheurs, 2 personnes de l'équipe de Virunga, Sébastien Debourreau et Audacieux Kaota, qui sont respectivement responsables, chefs de département du monitoring et évaluation et adjoints, et par moi-même, Elie, et mes encadreurs qui sont Nick Stup et Marek Verpoeten, qui sont donc promoteurs de thèse. J'ai préparé ces petits liens pour que ceux qui auront besoin après la présentation de l'e-papier en full, le papier complet, ils peuvent donc utiliser ces liens pour accéder au papier sous mode de working paper et peuvent, à travers le site, mettre des commentaires pour que ça puisse aider notre équipe à élaborer encore plus d'amélioration dans le travail. Mais aussi, le working paper est aussi lié à un blog qui est en français et l'autre qui est en anglais, qui résume le travail. Donc, ceux qui veulent approfondir les questions que nous allons présenter aujourd'hui peuvent donc suivre ce lien plus tard pour plus d'informations. Pour introduire, il s'est donc observé au cours de dernières décennies
que la fréquence de épidémies, de maladies infectieuses qui sont appelées émergentes, cette fréquence est devenue plus régulière et accélérée. Cela a donc comme conséquence très grave sur la croissance de pays de l'économie mondiale et surtout de pays fragiles dont fait partie notre pays, la RD. Ces maladies infectieuses émergentes sont mises des zoonoses à 60%, c'est-à-dire elles viennent ou elles sont de nature à provenir des animaux sauvages et se développent rapidement. Pendant ces temps, alors que le monde actuellement est en train de contenir l'épidémie de la COVID, la pandémie, je veux dire, l'Est de la République démocratique du Congo doit aussi relever un autre défi supplémentaire qui est celui de s'attaquer simultanément à un autre problème, la maladie du virus Ebola. C'est vrai, depuis un certain moment, depuis déjà 2 mois, on a déclaré que la situation devient déjà bien contrôlée dans la zone. Mais en tout cas, on se trouve devant une situation telle qu'on doit gérer des problèmes à la fois. Alors, l'objectif de notre recherche est donc d'étudier l'impact socio-économique de la COVID-19 et d'étudier la manière dont cet impact pourrait différer de l'impact qu'a eu ou qu'a Ebola sur le ménage et les entreprises dans cette zone. Pourquoi on devait s'intéresser à une telle question? Il faut d'abord noter que le maladie infectieuse émergente diffèrent de nature par leurs caractéristiques virologiques, notamment de létalité, les taux de transmissibilité, etc. Ce qui soutient donc que les politiques publiques de santé et l'impact socio-économique devront être adaptés parce qu'ils seront différents. La littérature qui existe déjà sur le coût de maladie, de manière générale, le coût de maladie, nous présente ou distingue les effets économiques directs des effets indirects. Les effets directs ici sont ceux, n'est-ce pas, qui sont principalement liés au coût du secteur santé. Le coût lié au traitement de patients, ça ne va pas nous intéresser, mais aussi de coûts indirects, c'est-à-dire ceux qui découlent de politiques des confinements, mais aussi des politiques ou de réactions comportementales. Là, ce sont des coûts qui peuvent être liés à l'émergence de ce genre de maladie. Cela donc pousse donc à s'intéresser, à savoir comment ça pourrait se différencier dans une zone où on a à la fois 2 types de maladies qui ont d'ailleurs une très grande différence qui est celle de la transmissibilité. En effet, pour les maladies hautement transmissibles, il est connu dans la littérature que l'impact indirect peut être, n'est-ce pas, un conglomérat de coûts directs qui peuvent ou ne pas avoir rapport avec le nombre de cas. Et nous allons d'ailleurs le discuter dans la suite. Cela donc pousse que l'on puisse s'intéresser à savoir comment est-ce que une maladie, dans un contexte qui est le nôtre, qui a moins de cas, mais a des effets néfastes. Quel est donc notre apport dans ce sens? Premièrement, les études qui sont déjà faites sur le coût ou l'impact
l'impact de maladies, l'impact socio-économique de maladies infectieuses et leurs effets virologiques se sont spécifiquement concentrés qu'à une seule maladie. Ici, nous allons essayer de le faire simultanément pour deux maladies à la fois. Deuxièmement, la littérature ou les études qui existent sur l'impact de la COVID en particulier se basent principalement sur des modèles de simulation utilisant de bases de données au niveau macroéconomique. Néanmoins, nous allons nous joindre aux efforts de certaines études qui actuellement sont en train de récolter des données microéconomiques, donc au niveau de ménages et au niveau des entreprises. Nous allons nous joindre à ces efforts pour essayer de comprendre l'impact économique. Quel est donc le contexte dans lequel s'inscrit le travail? D'abord, nous sommes dans une province qui est située dans la partie la plus orientale du pays. Une province qui est voisine au Rwanda et l'Ouganda et avec à peu près 6 millions d'habitants, dont 40% vivent dans le milieu urbain et 60% dans le milieu rural. Malheureusement, la province, malgré ses potentiels, abrite encore près de 100 groupes armés qui sont différents. Pour ceux qui pourront peut-être vouloir le détail sur la sécurité dans la zone, il peut se connecter sur Keep Security Tracker et suivre comment est-ce que la situation des conflits évolue dans la zone de manière générale. Particulièrement dans le milieu rural, on a une population qui vit principalement de l'agriculture, l'élevage, mais aussi, il faut noter que le commerce transfrontalier, qui peut être soit informel ou formel, est très, très important pour la viabilité des activités économiques de la province. Donc, la province est très dépendante de l'extérieur. On a aussi une population très jeune, très pauvre, avec vraiment un faible accès à l'eau et aux infrastructures sanitaires. De l'autre côté, si on connaît déjà la province telle qu'elle se présente, au niveau du contexte de la maladie dans la zone, on a depuis 2018, on a déclaré le premier foyer de maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, tandis qu'un premier cas de COVID a été enregistré vers mars 2020. Comme on va le voir par exemple sur cette figure qui présente l'évolution temporelle et spatiale du virus, de la maladie à virus Ebola et du COVID dans la province. En couleur violette, on va voir le cas d'Ebola et en rouge, le cas COVID. Le premier cas Ebola est détecté à Mangina. À Mangina, c'est ici vers la zone de Beni. Le premier cas est constaté là-bas. En 2 ans seulement, le virus se propage dans 29 zones de santé. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'on a, partout où on a le point en violet, alors le petit carreau en violet, sont 2 cas de virus Ebola enregistrés dans les différentes zones. Mais la plupart de ces cas ont été constatés dans les grandes villes telles que Beni et Butembo. Plus tard, la maladie va continuer sa route jusqu'à arriver dans la ville de Goma, là vers le sud. En ce qui concerne Ebola, par contre, qui a commencé à Wuhan,
Un premier cas est détecté d'abord à Kinshasa, le 10 mars 2020, et seulement 21 jours après, le premier cas est constaté au Nord Kivu, toujours vers Beni. Et puis, on a aussi commencé à enregistrer d'autres suites à Goma. Et voilà là où le cas a commencé à se concentrer de plus en plus depuis le premier cas observé au nord. Alors, si on peut comprendre un peu cette évolution du virus dans la zone, il y a lieu de comprendre un peu la différence qui existe entre les deux maladies. Il y a plusieurs différences en effet, plusieurs différences virologiques, mais la plus importante, qui est d'ailleurs présentée dans la littérature de ces maladies infectieuses, c'est la transmissibilité. Trois raisons ou trois éléments permettent de dire ainsi. Premièrement, la COVID se propage par des gouttelettes respiratoires, tandis que Ebola se propage par un simple contact avec des liquides organiques. Deuxièmement, le virus Ebola présente une infectiosité présymptomatique qui est très faible, tant que la COVID présente de nombreux cas symptomatiques. Et donc, même sans avoir eu de premiers symptômes, on peut déjà propager le virus, tandis que pour Ebola, c'est très rare. Enfin, Ebola est très virulent par rapport à la COVID parce qu'il tue souvent son hôte avant même qu'il n'ait réussi à propager le virus. Implication pour notre contexte, qui est le Nord Kivu, est que, premièrement, en raison de la transmissibilité modérée d'Ebola, la propagation de l'épidémie depuis 2018 jusqu'en 2020 a su être maîtrisée est limité à une zone géographique restreinte. C'est là grâce à des mesures de confinement qui comprenaient notamment la surveillance épidémiologique en temps réel, de tests, la recherche des contacts, la vaccination en anneau, des enterrements sûrs et dignes, etc. Tandis que pour la COVID, cette dernière a rapidement évolué vers une endémie malgré des mesures de confinement drastiques. Au Nord Kivu, par exemple, le pot de dépistage d'Ebola était toujours actif et les mêmes points de dépistage Ebola ont servi aussi pour faire le dépistage COVID. Mais malgré cela, le virus est rapidement répandu et mais aussi avec la fermeture de frontières du Rwanda et du Burundi, malgré le verrouillage de toutes les activités qui pourraient lier la ville ou la province avec d'autres provinces, le virus a su se transmettre rapidement. Alors, tout cela fait donc que la question de transmissibilité la différence entre les deux virus, tient debout pour vraiment s'interroger sur l'impact, en quoi la différence d'impact serait vraiment important entre les deux maladies. Quand nous avons procédé pour récolter nos données et les analyser, comme je l'ai présenté au début, nous sommes en train de nous concentrer sur un projet d'évaluation d'impact de l'électricité. Et donc, nous avions déjà une base de données, nous avions déjà pas une base de données, mais une base de sondage, voulais-je dire, d'une population
qui est concerné par le traitement. Le traitement ici, c'est l'accès à l'électricité. Donc, on a fait un échantillon de 60 répondants, dont 456 sont de ménages et 144 sont de PME. En fait, 80% de ces gens ou de ces répondants est tiré de notre projet. Et comment nous les avons tirés? En fait, dans ces 80%, il y en a qui proviennent d'abord de la liste de clients, c'est-à-dire de gens qui se sont inscrits sur la liste d'attente pour recevoir de l'électricité, mais aussi parce que nous avons mené des recensements systématiques dans les zones concernées. Nous avons donc tiré aléatoirement un échantillon, c'est-à-dire le 1/3 de PME et de ménages. Nous avons tiré aléatoirement un tiers, gens, c'est-à-dire qui n'étaient directement concernés par, qui n'étaient pas directement inscrits pour être clients, mais qui étaient dans la zone pour constituer en fait notre échantillon. Quand vous allez voir la répartition de notre échantillon, nous avons donc 263 répondants à Goma, 337 répondants à Beni. Goma, c'est un mépole, c'est une ville urbaine, tandis que Mutuanga, c'est une, je dis entre guillemets, peut être considérée comme une ville, mais rurale. Et donc, nous avons un milieu qui est très connecté à la frontière, etc., et un milieu qui est très remote, qui est très, je manque le mot, remote, très reculé, voilà, qui n'a pas un accès, et donc qui n'a pas un accès très facile à l'extérieur, et donc qui n'est pas très dépendant des activités transfrontalières. Alors, en quoi a consisté l'enquête? Les enquêtes sont faites par téléphone. Nous avons eu la chance parce que quand nous avons fait notre baseline, nous avons enquêté les individus, le milieu qui était concerné par l'électrification avant qu'ils obtiennent l'électricité, et nous avons profité pour récolter leurs numéros et leurs adresses pour, après l'obtention de l'électricité, l'année prochaine, nous allons de tout le respecter les procédures très le plus maximiser la chance d'avoir des questions, des réponses qui sont fiables. Bien sûr, il y a toujours cette marge d'erreur avec les enquêtes téléphoniques, mais au moins, on a fourni des efforts pour que l'on puisse diminuer ce risque. Les questionnaires consistaient simplement en 3 modules principaux. Premièrement, on demandait aux répondants de dire pour lui si oui ou non les conséquences potentielles suivantes étaient ou s'appliquaient directement pour le cas de son ménage, notamment moins d'activité économique. Est-ce qu'avec Ebola, pardon, est-ce qu'avec Covid, face à moins d'activité économique, ou le ménage fait face à plus de difficultés à manger, là c'est pour capturer la sécurité alimentaire, mais aussi est-ce que le ménage face à plus de cas de criminalité, donc l'exposition à la violence. Il pouvait aussi répondre, il pouvait aussi dire « je ne sais pas » ou refuser de répondre. Ces options étaient données. Deuxièmement, on demandait aux répondants le deuxième module plutôt voulait capturer l'impact
sur le comportement. Vous voulez la venue du virus ou de la maladie, comment est-ce que les gens ont adapté leur comportement en public, dans le marché, etc. Et enfin, on demandait à l'individu de s'estimer ou d'estimer lui-même jusqu'à quel degré, pour lui, il pense qu'il peut contracter le virus du COVID. De la même manière qu'on a posé ces questions pour COVID, on a aussi demandé à l'individu de s'inscrire dans le contexte d'Ebola pour répondre aux mêmes questions. Voilà un peu, de manière brève, comment est-ce que notre questionnaire était très simple pour capturer un peu les questions sur l'impact socio-économique de ces deux maladies. Quels résultats avons-nous trouvés? Le tableau que vous voyez devant vous présente un peu trois types de panels. D'abord, nous commençons par présenter les résultats de notre échantillon de manière générale, sans faire distinction de zones. Et après, nous séparons pour voir comment est-ce que ça varie selon que l'on se situe dans un milieu rural ou pas. C'est vrai, je m'attendrais bien à une question de savoir, est-ce que les analyses ici ou les différences des résultats ici sont statistiquement vérifiées? La réponse sera oui, mais on n'a pas présenté ça ici parce que déjà toutes les valeurs sont statistiquement significatives, donc, mais c'est bien documenté dans le papier. Alors, que renseignent ces résultats? J'ai bien noté qu'il y a deux lectures importantes à faire de ces tableaux. Premièrement, l'impact autodéclaré de la COVID est en moyenne plus importante que celui d'Ebola, malgré la forte morbidité et mortalité de ces derniers. Donc, malgré qu'Ebola soit le plus dangereux, on constate que COVID présente en moyenne des valeurs d'impact très, très grandes par rapport à celles d'impact. En effet, alors que 85% des répondants font état d'une baisse des revenus due à la COVID, tel que vous pouvez le voir, seulement 4% indiquent que le virus Ebola en a eu. Aussi, 58% des répondants déclarent que le COVID a compromis leur sécurité alimentaire, alors que ce n'était le cas que pour 8% pour l'Ebola. Aussi, on peut le voir qu'un tiers des répondants établissent de plus en plus un lien entre le COVID-19 et une incidence plus élevée sur la qualité, tandis que pour Ebola, on n'en a que seulement 11%. Deuxième observation qu'on peut voir de ces tableaux, c'est la différence d'impact au niveau des zones, au niveau de mégapoles. Comparer Goma par rapport à Mutwanga, c'est-à-dire comparer mégapole, une grande ville, par rapport à un milieu rural vraiment bien reculé, on peut vraiment noter qu'il s'agisse de revenus, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la criminalité, la part des répondants qui signalent un impact de la COVID ou d'Ebola est plus élevée dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Cela peut être lié justement aux mesures de confinement drastiques qui ont été appliquées dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Parce que les zones urbaines sont densément peuplées, mais aussi on suppose que ce sont elles les zones où il y a plus d'institutions pouvant appliquer facilement les règles ou les mesures
c'est normal que l'on puisse constater que l'impact soit sévère dans ces milieux par rapport à des milieux qui sont vraiment très éloignés. Mais aussi, un milieu qui est inconnecté, qui est très dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire de deux pays qui sont à côté, Rwanda et Ouganda, toute activité passe par cette frontière. Et donc, une fois que la frontière est fermée, c'est très normal qu'on constate qu'on constate plutôt une incidence très, très euh, prononcée dans ces lieux. Ainsi que 32% de notre échantillon de pays, la ville, c'est-à-dire à Goma, ont licencié des employés à cause de la COVID. Je n'ai pas présenté les tableaux dans le slide. Tandis que 13 ont suspendu leur activité. Donc, en plus de questions posées sur l'impact, on a aussi essayé de voir ou de traquer un peu les activités de PME et de poser des questions sur l'employabilité. 32% ont déclaré avoir mis à l'extérieur un certain nombre de travailleurs. 16% ferme à la période de notre enquête c'est depuis mai. Donc, il est possible que ces pourcentages ont encore augmenté après. La différence entre la COVID-19 et Ebola est prononcée par les individus en termes de comportement et de changement d'attitude, plus pour la COVID que pour Ebola, sauf pour deux derniers éléments, c'est-à-dire le fait d'échanger de mains ou le fait de se laver le main. Donc là, on constate que pour Ebola et pour Covid, il n'y a pas vraiment de différence. Mais euh, pour les autres types de comportements, par exemple, prendre le transport public, aller au marché, on a constaté que pour Ebola, il n'y a pas eu en tout cas d'impact significatif en ce qui concerne ces comportements. Les gens, en majorité, ont continué à vaquer dans leurs activités normales, tandis que pour Covid, cela a drastiquement changé. Qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Premièrement, nos résultats qui pointent un impact très, très sévère de la COVID sur l'activité économique sont en liaison avec les résultats ici des simulations au niveau macroéconomique. La RDC est parmi d'ailleurs les 3 pays qui ont été présentés comme le pays à risque ou le pays le plus vulnérable, qui seront le plus vulnérables de manière économique aux effets néfastes de la COVID-19. Et donc, trouver un tel résultat montre que ces simulations aussi sont acceptables au niveau des individus, au niveau des ménages, au niveau des activités économiques. Deuxième constat qu'il faut faire est que parce qu'il y a une différence entre le COVID, l'impact du COVID et l'impact d'Ebola, vu aussi la différence en termes de milieu et de mégapole, il y a lieu de dire que l'on devait
être très prudent dans le transfert des enseignements tirés d'une épidémie ou d'une autre. On ne veut pas copier parce que telle épidémie ou telle pandémie a un impact sur tel pays et le copier dans tel autre contexte. Donc, on devrait chercher à contextualiser d'abord en termes de type de pandémie, mais aussi en termes de zone. On devait essayer de contextualiser l'analyse d'impact de maladies infectieuses. Troisième remarque qu'on note est que la transmissibilité élevée qu'a la COVID est la raison principale qui pourrait expliquer, qui explique d'ailleurs, dans le cas de notre travail, la différence d'impact, la grande incidence de la COVID, que la COVID a par rapport à celle qu'a Ebola. Notez aussi que l'interconnexion économique des zones rend très vulnérable. Donc, les zones qui sont très connectées économiquement avec l'étranger, notamment, seront le plus touchées par le maladie infectieuse, et pour le cas de notre étude, par la COVID, tout simplement parce que, à cause de cette dépendance des activités économiques, à la suite de mesures drastiques qui peuvent être prises l'une ou l'autre partie prenante, cela peut jouer de manière très, très significative sur l'activité locale ou la situation locale dans l'autre partie. Nous notons aussi de la COVID à l'accès difficile ou à la diminution ou à la dégradation de la sécurité alimentaire, il y a lieu de noter que le mécanisme, dans le cas de notre travail ici, le mécanisme qui peut expliquer ça, c'est surtout la perte d'emploi dans les entreprises et aussi la hausse de prix de première nécessité. En effet, comme je l'ai dit précédemment, parce que la plupart d'entreprises ont fermé l'activité, parce que d'autres ont déclaré qu'ils ont mis à la porte leurs travailleurs, surtout d'ailleurs, vous les trouvez de manière détaillée dans le papier, surtout le travailleur permanent, qui constituent à peu près 80% des employés dans la province. Cela justifie le fait que la plupart d'individus puissent donc prononcer un impact sévère de la COVID sur leur bien-être, sur leurs moyens de subsistance. La hausse de prix, on a constaté, il y a aussi un lien qui peut amener au détail sur ce mécanisme. La hausse de prix, juste dans une période d'un mois, le prix de biens de première nécessité ont doublé, puis après triplé, ce qui a donc essayé de détériorer davantage la situation. Donc, cela peut justifier donc nos résultats. Quelle implication à long terme? Je vais commencer par la dernière, c'est l'instabilité. En fait, parce que c'est une zone qui est d'abord très touchée par des groupes armés, des conflits liés aux groupes armés qui exploitent illégalement les ressources, qui font de camping, etc. Une diminution d'activité économique, un tarissement d'emploi. Avec la diminution d'activité économique et le tarissement de l'emploi, il sera donc normal de constater que l'instabilité dans la région puisse s'accentuer et même se prolonger. Parce que les gens n'ont plus d'activité économique, les gens ne savent plus manger et donc on va commencer à chercher à tout faire pour subsidier aux besoins importants.
Enfin, il y aura l'abandon scolaire parce que les activités économiques sont bouleversées. Les parents n'ont plus d'argent pour subvenir aux besoins normaux, etc. Il y aura diminution de la consommation alimentaire dans l'enfance pour les enfants. L'interruption des campagnes de vaccination aura aussi un effet très, très important parce que on sait bien que c'est tellement la rougeole par de maladies, d'autres maladies qui ne sont pas bien présentées au niveau mondial, mais qui dépendent des activités des organisations non gouvernementales qui fournissent des services de vaccination, d'aide, etc. Avec la COVID, tout est bloqué et donc ça aura un impact très, très euh, euh, significatif à long terme si on n'arrive pas à les déjouer en vent. Enfin, les activités économiques vont reprendre de manière très lente. Pourquoi? Parce que on sait aussi que c'est une zone qui dépend des transferts ou de l'envoi de fonds, qui dépend des exportations. Et donc, la reprise, on devra s'attendre à une reprise qui sera très lente. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur Lunanga, pour votre présentation vraiment très, très intéressante et brillante parce que nous a donné une vision exacte, scientifique de la recherche que vous avez menée. Et juste pour faire un petit résumé, cette recherche nous a introduit dans la situation du Nord Kivu, qui est une situation vraiment qui est prise dans le contexte international comme référence. Moi, en Italie, quand je parle de la RDC, on dit toujours « mais le Nord Kivu ». Et vous avez très, très bien présenter les contextes et puis ce que c'est les buts de la recherche, c'est-à-dire comprendre les différences entre les deux maladies, Ebola et COVID-19, et chercher comment les gens vont réagir, même dans une situation d'instabilité qui est causée par les groupes armés au Nord Kivu. Et disons que le modèle de la situation des simulations s'est basé sur des données très importantes et qui ont été vérifiées du point de vue statistique. Et surtout, on a eu la possibilité de comprendre la différence entre l'Ebola et l'impact de l'Ebola, l'impact de la COVID sur la mentalité des gens, parce que même si l'Ebola a une disons, mobilité plus importante, est perçue comme moins dangereuse que les COVID. Donc, cette différence virologue qui se base sur la transmissibilité de la maladie est une chose qui nous donne, disons, la dimension de l'importance de l'information. Parce que même en Italie, nous avons, et en Europe, nous voyons la difficulté des gens à comprendre l'importance de la distanciation et des mesures à prendre contre le Covid. Et on s'aperçoit seulement au moment où on voit que les situations vont vraiment être dangereuses. Donc, vous avez bien mis en évidence l'impact sur les comportements, et ça, c'est la chose importante, l'impact sur les comportements des familles
et des entreprises, et surtout l'évaluation des mesures que les gens vont prendre face à la transmissibilité de la COVID. Et puis, la chose importante et remarquable est la différence au niveau comportemental de deux maladies et qui, dans votre modèle, trouve que seulement 2 articles ont, disons, la même incidence, comme se laver les mains et la et, et rester distancié, disons, n'avoir pas de contact. Donc, pour moi, c'est vraiment une chose très, très importante, comprendre que les résultats que vous avez nous donner par rapport au comportement et par rapport à ce que sera l'impact sur l'économie des ménages et l'économie des entreprises est quelque chose que nous devons prendre en considération pour voir quelles pourront être les solutions, parce que nous avons besoin de retrouver, disons, une manière de nous rencontrer et pour continuer à vivre. Parce que si on n'accepte pas les contacts, il n'y a pas de possibilité de se rencontrer. Il y a une perte de travail, il y a un abandon scolaire et surtout l'instabilité qui a été très bien représentée dans la région, mais qui va être, disons, répandue dans n'importe quel milieu, parce que même si on a vu la différence que vous avez présentée entre les milieux urbains, les milieux ruraux, je pense que ça dépend seulement de la différence disons, des quotas d'urbanisation. Et donc, vous avez très bien mis en évidence l'importance de faire face à ces possibilités dans le futur. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présentation et maintenant, nous allons ouvrir les débats sur votre présentation et nous donnons la possibilité à tous les participants d'intervenir, soit avec des questions à poser ou bien des commentaires, mais en respectant les temps, disons que 5 minutes, nous avons presque une heure encore, donc ce week-end, il y a la possibilité d'aller sous la voie participant et appuyer sur la main. OK? Alors, la parole à ceux qui va hausser la main. Vous pouvez même faire comme ça. Hein? Moi, je laisse quand même. Bonjour, je ne sais pas si je peux me permettre. Oui. Bonjour, donc avant toute chose, je remercie l'intervenant, en tout cas pour ces brillants exposés. Avant tout, excusez-moi, présentez-vous parce que c'est très important ok. pour les intervenants. Merci beaucoup. C'est le professeur Mbaki, Ephrem.
de l'Université catholique du Congo. Je suis informaticien. Donc, ma question est, en fait, je disais que donc, je remerciais l'intervenant par rapport à ces bruyants exposés. Donc, personnellement, je ne connais pas très bien. J'étais un peu à Boutaré, mais l'est du pays, je ne connais pas très bien. Donc, l'exposé a permis à ce que je puisse découvrir un peu certaines réalités de ces beaux coins de notre grand pays et, et aussi certaines réalités par rapport à la maladie. Mais ma question est la suivante. Je regardais un peu l'échantillon, hein, donc c'est plutôt par rapport à l'enquête. Et je regardais l'échantillon, donc sauf erreur de ma part, vous parlez de 80% de participants qui seraient des clients et 20% d'autres personnes. Par rapport aussi à la grande ville et à la petite ville de que vous avez appelée en anglais remote, je me pose la question, au vu des résultats, si l'enquête n'était pas biaisée, dans le sens où je me pose des questions, je ne soupçonne rien, mais avoir les résultats, donc combien de mortels pouvaient aboutir aux mêmes conclusions, tenant compte des réalités et des changements de politique dans les différents pays du monde. Je ne vois pas très bien ce que l'enquête a apporté et ma question va encore plus loin quand je regarde l'échantillon par rapport à la population. Quand vous prenez 80% de vos clients, c'est que déjà, ils ont un intérêt. Est-ce que leur réponse n'était pas déjà directive par rapport aux besoins, par rapport à leur attente à votre organisation et par rapport à la population? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentativité à ces niveaux? Voilà. C'est un peu dans ces niveaux-là que je m'interroge. Ok. Parfait. Il y a prof Kilolo maintenant, et puis Paul Koumakete, et après la réponse de l'orateur. Bonjour, prof Roméo, merci pour la parole. C'est prof Jean-Marc Ilolo. Je vais peut-être rebondir un peu sur les mêmes, disons, certains aspects que mon prédécesseur, le professeur Ephraim, a soulevés. Mais avant cela, je voudrais saluer le travail de M. Lunanga. Alors, évidemment, ce qui aurait pu nous éclairer, ça aurait été avoir aussi les caractéristiques socio-économiques de vos répondants. Si j'ai bien suivi l'exposé, ces caractéristiques n'ont pas été présentées. Autrement dit, qui sont vos répondants? Sont-ils majoritairement des hommes, des femmes? Quel type d'activité économique mènent-ils? Quelle frange de la population? Quel est leur niveau d'instruction? Je pense que ce type de caractéristiques nous aurait permis peut-être d'éclairer, un peu comme disait prof Ephraim, quelle est la contribution réelle de votre travail? Éclairant. Et aussi, ce que je peux tirer de la question de prof Ephraim, c'est de savoir est-ce que votre échantillon est représentatif des populations de ces deux entités que vous avez choisies et pourquoi. Donc ça aurait été très intéressant de savoir. Est-ce qu'on peut faire une inférence de vos résultats aux communautés auxquelles appartiennent vos échantillonnés? Et puis aussi l'autre question qu'il a posée, j'aimerais insister aussi là-dessus. Quels sont les mécanismes de contrôle, hein? On sait que dans ce type d'enquête, il y a parfois des questions de désirabilité sociale ou de biais résultant des attentes de ces personnes. Quels sont les mécanismes finalement de contrôle qualité par rapport à votre questionnaire? Quelle est la rigueur de votre, si vous voulez, la scientificité de votre approche? Je pense que ça aurait été très éclairant de nous présenter un peu ces différents éléments. Et donc, parce que votre approche, de ce que j'ai compris, était très descriptive, ce qui est une bonne chose. Peut-être que dans une prochaine étape, on pourrait faire un peu
une analyse de type de régression pour contrôler justement les différents facteurs socio-économiques. Est-ce que cela a une incidence? Parce que quand on parle de résilience économique des activités, est-ce que les gens qui vendent au marché sont plus affectés que ceux qui sont dans un autre type de commerce ou d'activité? Donc ça aurait pu... je pense que votre travail vraiment un réel potentiel. Je pense qu'il y a lieu de creuser davantage. Merci beaucoup. Merci. Jean-Paul Koumakate, Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si vous m'entendez. vous avez la parole. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, prof. Oui, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, professeur. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. D'abord, je salue l'initiative de M. Eli Lunanga. Oui, présentez-vous avant tout. Oui, je suis M. Jean-Paul Koumakete. Je suis doctorant à la faculté de l'économie et développement à l'Université catholique du Congo. Je disais, tout en faisant mienne les préoccupations des professeurs Ephraim et Kilolo, je voudrais ajouter deux petits éléments, tout en restant dans les cadres restreints des analyses de l'orateur. Lorsqu'il parle de la perception de l'impact de Covid-19 et Ebola, l'orateur dit que ces répondants ont constaté qu'il y a un impact en moyenne plus important quant à la Covid-19 par rapport à Ebola. Et là, je me demande, est-ce que cela ne serait pas lié au fait que Ebola soit une épidémie concentrée sur une zone géographique très bien délimitée et pas très médiatisée par rapport à la Covid, qui est une pandémie très fortement médiatisée et parfois aussi politisée. Est-ce que les analyses tiennent compte de cet effet-là qui peut être discriminant? Deuxièmement, la part répondant déclarant l'impact plus important de la Covid se retrouve en milieu urbain par rapport au milieu ruraux. Et là, je me dis, est-ce que l'information sur les deux maladies ne joue pas un rôle? Parce que nous savons en ville ou en milieu urbain, l'information circule et facilement on peut avoir accès aux tests en cas de besoin. Alors qu'en milieu rural, l'information ne circule pas vraiment et aussi on ne peut pas avoir tout de suite accès aux tests. Donc en milieu urbain, on peut facilement constater les cas de maladies par rapport aux milieux ruraux où les cas de maladies existent ou peuvent exister vraiment, mais pour les détecter très difficilement. Voilà mes deux préoccupations que j'avais. Merci beaucoup. OK. Monsieur Lunanga, à vous la parole pour la réponse. Merci pour ces questions. Permettez-moi d'ouvrir un document qui pourrait aider pour de questions. Juste quelques secondes. Voilà, OK. Bien, je vais commencer par l'intervention du professeur Mbaki qui s'inquiète sur le biais qui pourrait venir du fait qu'on ait échantillonné a priori les clients de Virunga. Donc, cela pourrait peut-être avoir des implications sur la désirabilité, peut-être juste pour nous faire dire, et aussi à la question sur l'apport. Commençons par la première. D'abord, sur l'image que je pense que vous êtes en train de voir, je ne sais pas, vous voyez l'image? Oui, oui, oui. Sur cette image, nous avons la ville de Goma et
Et là, en rouge, nous avons la partie qui est concernée par la fourniture de l'électricité. Une partie qui représente la grande partie de la ville de Goma. Dans cette partie ici, nous avons fait un recensement complet, c'est-à-dire tout le ménage et toutes les entreprises qui font partie de cette zone ont été recensées. Et puis, nous avons créé un échantillon. Un tiers de cette partie a été tiré comme échantillon pour participer à l'enquête. Mais aussi, à cette partie, nous avons ajouté une partie des personnes qui étaient déjà inscrites. Comme vous le voyez, ici, nous avons la route en jaune qui passe. Et donc, autour de cette route, il y a des distributions et donc il y a des ménages qui sont de part et d'autre et qui s'étaient déjà inscrits pour demander. Maintenant, parce qu'ils sont inscrits pour demander, on ne pouvait pas tous le voir. On a aussi tiré dans cet échantillon une autre partie pour compléter le 1/3 qu'on avait pris du recensement pour mener cette enquête d'évaluation de l'impact au départ, des parcs de l'électricité. Et nous avons alors utilisé ces mêmes observations parce que nous avions leur contact pour faire cette enquête COVID. C'est vrai, la question de savoir est-ce qu'ils ne pourraient pas répondre juste pour vous faire plaisir. En fait, nous, quand nous faisons l'enquête, nous ne faisons pas l'enquête en tant que Virunga, en tant que fournisseur d'électricité, parce que ça va impacter. Nous faisons l'enquête en tant que chercheurs. Et donc, l'enquêteur se présente comme des chercheurs qui travaillent pour l'Université d'Anvers et non pour Virunga. Parce qu'on ne mentionne nulle part le fait Virunga ou le mot Virunga pendant l'enquête. Donc, il faut bien croire que, oui, la question liée à la désirabilité de réponse, on a fait ou fourni des efforts pour l'évaluer. À la question consistant à comprendre l'apport du travail, je veux aussi renvoyer la question, peut-être à la question posée par le collègue Jean-Paul Koumakete, qui s'interroge aussi sur la trivialité, si je peux le dire ainsi, en disant qu'on devrait normalement s'attendre à un tel impact, que Covid soit supérieur à Ebola. Moi, je dis oui et non, parce que on devrait aussi s'attendre que Ebola a un impact économique vu sa forte morbidité. C'est pourquoi j'ai insisté dans la présentation à ces faits-là de la transmissibilité qui constitue la plus grande différence qu'il y a entre les deux virus et qui fait en sorte que l'évaluation de la différence entre l'impact de ces deux soit vraiment une étude à faire, une recherche plausible à faire. Donc, je pense qu'à ce niveau, nous portons un apport scientifique humblement considérable pour informer les scientifiques sur ces questions. Mais aussi, comme je l'ai souligné, en termes d'apport, en ce que nous sachions, les efforts qui sont mis pour comprendre l'impact de la COVID sur l'économie sont encore des études au niveau macro. Jusque-là, on n'a pas encore, ou encore rares sont ces études, parce que je ne connais pas encore si on les a publiées, mais encore rares sont celles qui se sont déjà concentrées sur les unités statistiques telles que le ménage et les entreprises. Et donc, pour nous, il était opportun de prendre l'opportunité, base de données qu'on a avec, n'est-ce pas, le numéro de contact qu'on avait pour faire une telle analyse. Donc, je pense peut-être
et avoir essayé de répondre à ces deux préoccupations du professeur Mbaki et à la première préoccupation du collègue Jean-Paul. Peut-être pour compléter la deuxième préoccupation du collègue Jean-Paul, l'information sur la maladie a un rôle, bien sûr, et devrait avoir un rôle sur les réponses. Vous avez tout à fait raison, et nous avons pris des précautions pour éliminer ces biais. En fait, dans le questionnaire d'enquête, avant que l'individu puisse se prononcer sur la question, la première question consistait à lui poser s'il est au courant ou s'il a été au courant de la maladie, soit la COVID ou soit Ebola. Et donc, nous avons mis une condition. Donc, les réponses sur la perception des conséquences étaient conditionnées par le fait que la personne ait été au courant, n'est-ce pas, de... Pardon? Allez-y, allez-y. Il y a des Oui. interférences. Donc, a été conditionné par le fait que la personne soit au courant de la maladie. Donc, nous avons fait de notre mieux pour éviter cela. Allant vers les questions du professeur Kilolo, je remercie d'ailleurs le prof Mbaki et le collègue Jean-Paul. Je remercie aussi le prof Kilolo pour les questions. La première question qui consiste dans la présentation des caractéristiques socio-économiques. La présente étude, le présent papier, ceux qui vont avoir accès au working paper, était comment on dit, j'oublie les mots utilisés, mais on l'a écrit avec la demande ou l'application de World Review Development qui va publier bientôt un numéro sur l'impact du Covid. Et c'est sur base de limites de mots et que nous avons écrit ce papier. Donc, oui, nous avons des caractéristiques socio-économiques, mais que nous n'avons pas su présenter, que je n'ai pas su d'abord présenter dans cette présentation, peut-être à cause du temps, mais aussi le nombre de mots était vraiment limité pour qu'on puisse le mettre. Mais nous sommes en train de rédiger maintenant un document encore plus scientifiquement lisible et dans lequel nous allons justement intégrer tous ces aspects-là que nous avons d'ailleurs grâce à nos données récoltées de notre baseline en 2018 et 2019. La question concernant l'échantillon, est-ce que l'échantillon est représentatif? J'aimerais d'abord noter que je n'ai pas insinué que notre échantillon était représentatif, mais nous avons la chance au moins que nos observations aient été tirées de manière aléatoire. Donc, oui, représentatif dans la zone qui est en rouge, mais pas avec toutes les observations présentées parce que, à présent, je suis en train de présenter, nous sommes en train de compléter l'enquête avec 208 autres enquêtes supplémentaires pour la seule ville de Goma. Et donc, nous pensons qu'avec l'augmentation de cet échantillon, et d'ailleurs, les résultats sont les mêmes, ils n'ont pas bougé. Et on ne va pas toujours dire que c'est représentatif, mais au moins, on a la chance de se prévaloir du caractère aléatoire qu'ont les observations dans cette population. Quel mécanisme de contrôle de qualité dans l'approche du questionnaire? Oui, les enquêtes par téléphone sont très difficiles, mais aussi la nature des questions que nous avons posées, le self-report question, sont aussi compliquées. On doit contrôler. Au niveau le plus important est tel que le propose la littérature, le contrôle de la qualité des données devra d'abord se faire au niveau de la collecte de ces données. Et donc, nous avons rassuré d'abord d'utiliser des bons enquêteurs
Je ne sais pas le prouver peut-être. Mais ce qui est surtout très important est que nous avons, tel que recommandé par la littérature sur les enquêtes téléphoniques, on a d'abord limité la durée de l'enquête. Déjà, la littérature propose qu'une enquête qui dure déjà plus de 15 minutes sur téléphone devient embêtante. Nous avons tout fait pour qu'elle soit la moins longue possible. Nos enquêtes avaient une moyenne de 11 minutes à Goma et une moyenne de 8 minutes dans la ville rurale de Mutwanga. Donc, ce qui est déjà acceptable, mais aussi, on a limité le nombre de questions, limité la nature de questions et donc pas de questions ouvertes, pas de questions qui demanderaient les individus à beaucoup réfléchir. C'est pourquoi nous avons donné l'option de répondre par oui ou non, mais aussi l'option de refuser et de dire « ne sais pas ». Et dans le résultat qui sont présentés dans le papier, nous rapportons aussi les éléments ou les individus qui ont refusé de répondre carrément, ou alors qui ont dit qu'ils ne savent pas. Donc, cela aussi permet de juguler un tout petit peu le niveau de la qualité. Mais c'est vrai, on ne peut pas se prévaloir du fait que la qualité des données top. Donc, on ne va pas se prévaloir de ça, mais on a quand même fourni des efforts pour qu'elles tendent à être la plus bonne possible. Merci aussi pour la dernière remarque sur l'analyse de régression. Oui, je l'ai dit tantôt, c'est une étude qui est vraiment descriptive, qui va nous amener à plus d'analyse. En fait, l'importance de cette étude dans le cadre de ma thèse, qui consiste en l'évaluation d'impact de l'électricité sur le plan socio-économique, sur la sécurité et la conservation, parce que entre l'intervention, parce que entre le baseline, c'est-à-dire le jour où nous avons fait l'enquête avant l'intervention, et le follow-up, c'est-à-dire dans une année, quand je vais récolter de nouvelles informations, il y a eu un élément qui est venu perturber, il sera donc possible que l'impact de mon traitement, c'est-à-dire l'électricité, va être normalement être influencé ou va subir des influences dues à l'avènement de la COVID. Et donc, il faudra que dans nos analyses, nous tenions compte du rôle qu'a joué l'avènement du COVID sur notre étude, notre projet. C'est pourquoi, oui, merci beaucoup vraiment pour cette suggestion et nous allons vraiment bien continuer à y réfléchir davantage. Bien. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions présentées. Bien, si je puisse me permettre, il y a une autre question que j'attendais une réponse, c'était sur la population et les entités, comment vous l'avez choisi D'accord. Je pense que le prof Kilolo voulait savoir, oui. moi aussi, Oui, parce oui. Il y a beaucoup d'entités qui pourraient être interrogées sur ces questions. Oui. Le choix des entités est premièrement dicté par le fait que nous ayons la chance d'être en train de mener au même moment une étude sur 2 zones, c'est-à-dire Mutwanga et Goma. D'abord, c'est la raison la plus importante. Nous faisons l'analyse avec les données que nous pouvons avoir. Donc, c'est de manière très pragmatique. Mais nous avons essayé aussi de justifier en quoi il est opportun de faire l'analyse sur ces zones. D'abord, l'entité Mutwanga, qui est une entité rurale, c'est l'une des plus grandes communes rurales. C'est d'ailleurs la première grande commune rurale de la province. Et donc, comparer cette zone avec la grande ville métropole qui est Goma, ça fait aussi une bonne raison de faire une telle étude. Voilà un peu. Mais l'idéal serait, et d'ailleurs nous avons déjà beaucoup de remarques dans le cadre de notre recherche doctorale, qui veut que l'on devrait normalement choisir de manière aléatoire ces zones.
ce qui n'est pas le cas. Et parce que cela nous permettrait vraiment de faire un traitement aléatoire et donc qui nous donnerait une estimation d'impact moins biaisée. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que Virunga, qui a choisi de fournir l'électricité à Goma, c'est sur base d'un certain nombre de raisons. Elle a fait l'étude de milieu, l'étude de cas, etc. C'est une entreprise, elle doit avoir de bénéfices, etc. Elle doit savoir est-ce que nous donnons là-bas l'électricité, on va avoir l'électricité ou pas. Donc, il y a toutes ces raisons-là qui peuvent justifier le choix de la population. Oui. Parfait. Merci. Et maintenant, encore deux intervenants, Hugues Kégé et puis Monsieur Ambroise Boulambo. Monsieur Kégé, à vous la parole. Okay. Merci pour la parole. Je remercie l'intervenant pour son intervention et sa recherche. Félicitations parce qu'il n'y a pas assez d'études sur les enquêtes. Pareil. Excusez-moi, présentez-vous avant Oui, tout. Hugues, je suis chargé des cours à l'Université catholique du Congo. Alors, ma question porte plus sur la méthode d'analyse. Bon, la méthode utilisée est influencée, on pourrait dire, à mon avis, par les mesures de riposte. Donc, les mesures de riposte par rapport aux deux maladies ont eu un impact significatif sur les aspects économiques et les aspects sociaux. C'est ce qui fait qu'on arrive à ces résultats. Donc, déjà, à prime abord, on sait voir les résultats sans pour autant faire une analyse assez approfondie. À mon avis, je pourrais suggérer, si vous pourriez faire une analyse en termes de coûts directs, ça pourrait nuancer en fait les résultats aussi. Donc, si vous prenez l'approche des coûts directs de ces deux maladies, ça peut donner une autre image. Parce que si on arrive à saisir les coûts qu'un ménage supporte en cas de maladie, en cas de COVID, et les coûts que les ménages supportent en cas d'Ebola, ces coûts-là ont un impact sur son budget, sur son revenu. Donc, en d'autres termes, ça a un impact aussi sur sa vie sociale ou sa vie économique aussi. Alors, les choix des vides, vous avez déjà répondu à cette question. Et autre proposition, à mon avis, si vous comparez une ville, vous comparez deux régions rurales et urbaines, ça aurait été mieux. Bon, c'est ce que vous avez fait parce que vous avez dit que c'est la grande agglomération rurale. Mais est-ce que la vue Mutuange que vous avez pris là, elle était impactée significativement par Ebola? Parce que si on prend un village qui était fortement impacté par Ebola, je pense qu'on aurait y avoir d'autres résultats que ce que vous avez obtenu. Et à ce moment-là, au niveau des questionnaires, il faut le séparer des questionnaires. Donc, le mode de vie dans un milieu urbain est totalement différent dans un milieu rural. Donc, la façon de déplacer des gens, les différentes dimensions que vous avez saisies là, je pense que ça aurait influencé les résultats si on prenait strictement une ville trop impacté par COVID comme Goma et un village trop impacté par Ebola. Je pense que les résultats peuvent changer. On peut avoir un autre tableau. Voilà un peu mon intervention. Merci. Merci. Monsieur Ambroise. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Roméo Chiminello. Oui. Je suis Ambroise Boulambo, je suis professeur à l'Université catholique du Congo à la faculté de droit. Je suis également à l'Université de Fribourg, proche de vous en Italie, à la faculté de droit également. Et au moment où je vous parle, j'appelle directement de Fribourg. Et je félicite d'abord M. Lunanga pour l'originalité de son étude. Et c'est très difficile de mener des recherches à Goma que je connais bien.
où j'ai été au mois d'avril de cette année. Je suis aussi personnellement impressionné par la présentation des impacts socio-économiques de cette pandémie COVID-19 et aussi les conséquences négatives. Et je voulais juste savoir de sa part s'il a pu aussi, si pendant ses recherches ou leurs recherches communes, s'ils ont pu analyser les mesures politiques, parmi les mesures de riposte, s'ils ont analysé aussi les mesures politiques prises par l'entité décentralisée province du Nord Kivu, ville de Goma, pour stimuler l'économie meurtrie par les deux maladies Ebola et Covid, puisque nous avons vu par exemple en Suisse, la Suisse a mis à la disposition des secteurs économiques un fonds de 80 milliards pour soit indemniser les différents secteurs meurtris, soit garantir les crédits qu'ils vont prendre pour relancer l'économie, puisqu'il y avait la responsabilité étatique quelque part. C'est l'État qui a décrété l'état d'urgence. Donc, les acteurs économiques eux-mêmes n'ont pas décidé d'arrêter le travail. C'est l'État qui leur a imposé d'arrêter le travail. En principe, c'est l'État qui devait payer. Comme à l'Union européenne aussi, on a adopté des fonds de relance. Est-ce que pour l'entité décentralisée province Nord Kivu et ville de Goma ou commune rurale de Mutuanga, est-ce qu'ils ont pris des mesures dans ce sens-là? Voilà ma petite question. Merci. Et maintenant, il y a encore une question par Christian. Allez, à vous la parole, Christian. OK. Merci beaucoup, Prof. Roméo. Et merci, Lunanga, pour votre présentation, mais aussi pour la qualité de votre enquête. Je conviens à mes prédécesseurs que l'originalité de votre travail, c'est bien sûr avoir eu la chance ou la malchance d'avoir Ebola et COVID en même temps, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et il y a une demande forte de recherche dans ce domaine-ci où on peut comparer les effets des deux. Donc, c'est une malchance, mais je crois que c'est aussi une chance pour comprendre quels sont les différents mécanismes. Donc, pour ça, je suis vraiment content de participer d'écouter votre présentation. Donc, j'ai quelques questions. Et d'abord, je commence par l'échantillon. Je crois que mes prédécesseurs l'ont posé, mais je vais le poser d'une autre manière parce que ce que je comprends, c'est vous faites un impact evaluation et donc dans l'échantillon que vous avez, c'est votre traitement, mais vous n'avez pas parlé du contrôle groupe. Donc, je ne sais pas si dans le cas d'Ebola, c'est vrai que vous avez juste interviewé dans la plupart les gens qui sont connectés, donc c'est votre traitement. Mais dans votre enquête, est-ce qu'il y a un échantillon qui est le contrôle groupe? Et je crois que c'est intéressant de savoir aussi sur ça. Et une autre question qui est liée aussi à la première, c'est que quand vous comparez Ebola et COVID, il y a... Mon problème, c'est que Ebola, c'est un peu restreint, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Donc, on a su isoler rapidement les contaminés. Donc, on n'isolait pas les places, on isolait les personnes. Alors que COVID, on isole les places. Et si on veut, par exemple, comparer, je crois qu'on a quelque chose d'exposure. Donc, les gens qui sont exposés directement à Ebola auront un grand effet par rapport aux gens qui ne sont pas exposés, s'il y a une victime d'Ebola dans votre maison. Alors que pour COVID, je crois que le bouclage est dans la ville, donc tout le monde est directement exposé. Et cela affecte aussi beaucoup les réponses. Donc, je suis d'accord avec Jean-Marc qu'en fait, s'il y a moyen de contrôler, même les statistiques descriptives que vous faites, si vous pouvez contrôler par rapport aux caractéristiques, ça serait intéressant. Ou au fait, faire quelques matching méthodes pour pouvoir avoir des mesures comparables. Donc là, c'est un peu peut-être un commentaire. Donc,
ma question, c'est par rapport au mécanisme entre COVID et Ebola. Vous avez dit que dans votre recherche, c'est l'emploi, donc la perte des emplois et la hausse des prix. Je me demande, est-ce que les mécanismes sont les mêmes pour Ebola et COVID? Parce que je pense que vos mécanismes-là sont corrects pour COVID, mais pensez-vous que ce sont les mêmes mécanismes pour Ebola ou il y a eu d'autres mécanismes pour Ebola? Et j'ai beaucoup aimé, peut-être vous n'avez pas présenté, mais dans votre papier, l'appendix numéro 2 sur l'hétérogénéité des résultats. Donc, on peut voir que, par exemple, les SMI, pour les SMI, l'impact est très large par rapport aux ménages dans le panel A. Donc, ma question serait, quels sont les mécanismes des réponses que les SMI ont fait parce que l'impact est quand même large et ça revient au fait à la question, je crois, mon prédécesseur qui a parlé des mesures du gouvernement, donc des mesures locales. Donc, l'impact sur les SMI, c'est assez grand par rapport aux ménages. Et quand vous comparez ceux qui sont connectés par Virunga à Electricity Grid et ceux qui ne sont pas connectés, ceux qui sont connectés, l'effet est aussi large. Donc, ma question est, quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont connectés? Parce que je pensais qu'avoir l'électricité, peut-être, sûrement au début, c'était un milieu très reculé, très pauvre, donc ils ont eu la chance d'être connectés, mais qu'est-ce qui explique en fait ces différences? Et une contribution de votre recherche, je crois, de mon point de vue, serait peut-être si vous pouviez discuter aussi des mécanismes de riposte, pas au niveau national, mais au niveau des SMI ou des ménages. Par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour répondre en fait à la crise, surtout les SMI, parce que jusque-là, on n'a pas assez d'informations sur comment est-ce que les SMI font pour faire face à cette crise. Donc, je crois que ça sera important. Donc, voilà mes petites questions et contributions. Merci beaucoup. Merci, Christian. Alors, Monsieur Lunanga, à vous la parole pour les réponses. Merci beaucoup à Hugues, au docteur Ambroise et à Christian pour les questions et remarques combien constructives. Je m'en vais commencer par intervenir aux questions de Hugues. Est-ce que, d'abord, est-ce que Mutuanga a été suffisamment impacté par Ebola par rapport à Goma? Oui, je veux répondre par oui, parce que c'est une zone qui se trouve tout près de l'épicentre et et là, je présente ici, vous allez voir, Mutuanga a aussi une étiquette violette qui est d'ailleurs pareille que celle de Goma. Donc, en termes de nombre de cas, Ebola et Mutuanga en a eu tout comme Goma. Donc, je pense que à ce niveau, c'est clair. Votre première préoccupation était celle liée au coût direct. Je ne sais pas si j'ai bien compris que coût direct. Ici, la définition de coût direct pour le cas de la littérature sur les maladies infectieuses concerne le coût lié à la politique de santé. Donc, c'est ça le coût direct et je ne sais pas comment on pourrait... C'est une analyse qui ne peut être faite qu'au niveau macro, possiblement. Mais si je pense avoir compris, c'est que vous proposiez que l'on compare le dépense en termes de coûts que les ménages supportent et les PME supportent liés au Covid, mais là, ça ne sera plus encore parlé de coût, ça sera du coût indirect. Donc, tout ce qui est coût économique revient dans la catégorie de coût indirect d'une maladie. Et c'est ça l'analyse que nous avons essayé un peu de faire. Docteur Ambroise a présenté, a posé des questions au niveau de mesures politiques.
quelles sont les mesures politiques qui ont été prises pour accompagner les entreprises et le ménage à Beni et à Goma. Jusque-là, ça reste théorique. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour y répondre. D'abord, si je dois comprendre les mesures qui ont été prises, sont les mesures pour contenir le virus. C'est tout ce qu'on connaît jusque-là. Ce sont les mesures qui sont connues, qui ont été prises par les autorités. Maintenant, les mesures politiques pour accompagner, parce qu'on demander qu'on ferme les activités économiques, un certain nombre d'activités économiques, parce qu'on a limité un certain nombre de choses. Il fallait maintenant qu'on passe à l'accompagnement de ces activités qui ont été fermées. Mais ça reste au niveau du parler, comme nous tous, nous l'avons d'ailleurs écouté dans le discours du chef de l'État, qui promettait l'accompagnement, la création d'un fonds pour les entreprises, etc. Mais ça reste au niveau du parler. Je n'ai pas encore fait d'études pour me prononcer sur l'applicabilité de cette mesure, mais si des mesures ont été prises au niveau de Kinshasa, l'idéal serait qu'elles retombent au niveau local, au niveau provincial, etc. Et on ne sait pas encore y répondre. Mais tout ce que nous savons est que les mesures publiques qui ont été prises, c'était celles liées au fait de contenir d'abord le virus, et notamment l'interdiction de voyager, la fermeture de frontières, fermeture des activités telles que le bar, restaurant, qui représentent plus de 60% des activités, à part l'agriculture, etc. Et M. Christian s'interrogeait premièrement sur l'existence d'un groupe de contrôle. Si nous avions un groupe de contrôle qu'on devait enquêter, mais c'est un projet qu'on est en train de faire pour les enquêter aussi, parce que pour moi, pour équilibrer, pour me prononcer sur l'impact que le COVID aura sur mes résultats, il me faudra en fait savoir me prononcer à la fois sur l'impact que COVID a dans mon groupe de traitement et dans mon groupe de contrôle. Mais pour le moment, on s'est juste contacté pour des raisons de temps, parce qu'on devait soumettre le papier, mais aussi de faire l'étude pendant qu'on est en train de vivre la situation, pour que les données soient vraiment plus fiables, etc. On a décidé de se concentrer sur le groupe de traitement, mais aussi parce que ce sont les gens qui représentent la majorité des gens, gens qu'on devait facilement aussi contacter. Donc oui, c'est vrai, ça crée du coup un biais, parce que ça dit ou ça sous-entend que ne pouvaient contacter que les gens qui avaient la possibilité de garder leur numéro de téléphone depuis le jour où ils ont été enquêtés, ce qui exclut déjà un certain niveau de population, mais bon, ça se présente dans les limites des enquêtes téléphoniques. Mais c'est vrai, on a aussi, dans notre projet de l'évaluation de l'électricité, on a un groupe de traitement, un groupe de contrôle qu'on est en train de suivre à la fois pour notre projet. Merci pour le commentaire lié à l'isolation d'une zone géographique, mais l'isolation ici dont j'ai parlé, ce n'est pas l'isolation en termes privés. C'était qu'on a su contenir le virus dans une zone, dans une seule zone, sans qu'elle se propage dans les autres zones, ce qui n'a pas été possible pour COVID. La question au niveau du mécanisme, est-ce que le mécanisme présenté, le mécanisme qui lie la perte d'emploi et la hausse de prix de biens, est-ce que c'est le même mécanisme aussi pour l'impact d'Ebola? En fait, non. C'est le mécanisme qui nous permet de justifier l'existence d'un impact très fort de la COVID sur les moyens de subsistance. Pour Ebola, en fait, il n'y a rien de significatif n'a été constaté sur les activités
des entreprises en termes de perte d'emploi, etc. Donc, c'est un mécanisme qui nous permet justement de prouver cette différence dans l'ampleur de l'impact de la COVID par rapport à celui qu'a Ebola. Donc, pour Ebola, ce n'est pas le même mécanisme parce que lui, il était stable. Ses valeurs n'ont pas été bougées. Caractéristiques connectées et non connectées. Je reviens sur le dernier tableau. En fait, cette analyse, parce que, telles que les questions d'ailleurs de tout le collègue, on avait peur de penser à l'existence d'un certain biais parce qu'on a sélectionné nos clients. Et donc, est-ce que ça ne donne pas une prédisposition déjà à répondre aux questions, etc. La question, c'est lié aussi à la question de notre collègue Christian qui se demande pourquoi cette différence. En fait, l'analyse qui est présentée dans ces tableaux, c'est pour justement prouver de la qualité de nos données parce que ce soit pour les gens qui sont connectés à Virunga ou non, que ce soit pour les entreprises ou non, ou le ménage, les résultats restent les mêmes. Ce qui prouve directement que le fait pour nous d'avoir cette grande partie de la population de notre échantillon soit constituée de clients de Virunga, qui donnent déjà un biais de sélection, cela n'a pas un effet sur la qualité de nos conclusions. C'est pourquoi nous avons présenté ces tableaux ici pour le prouver. Donc, cette réponse répond aussi directement à l'inquiétude posée au début par le professeur Kilolo. Voilà, je pense que ça répond aussi à la question sur l'impact sur le PME, c'est plus grand, etc. Donc, que ce soit pour le PME, le ménage, le ménage connecté ou pas, le PME connecté ou pas, l'impact de la COVID garde la grande ampleur sur Ebola. Merci. Mais il y a, merci, M. Lunanga, il y a une question posée par Oui. Nadine Oui. Qui dit elle aurait besoin de comprendre qu'est-ce que vous entendez par coup direct. Coup direct, OK. Je l'ai précisé dans la présentation un peu de la littérature et je veux peut-être revenir à ces slides. En fait, excusez-moi. Oui. En fait, c'est pas vous, c'est l'intervenant, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, Ambroise. oui. Oui, Oui, j'avais aussi la même inquiétude. Voilà, oui. c'est parce que voilà, quand il a parlé de coup direct, j'étais aussi inquiet. Je me suis dit, ouïe, c'est une grosse question. Est-ce que vous allez savoir répondre? Et j'ai vu justement qu'il y avait la difficulté. Et c'est ça. Donc, je voulais juste revenir un peu dessus parce que je me disais, c'est une question assez compliquée, quoi. Et je n'ai pas très bien compris la réponse, en fait, c'est ça. Oui, en fait, ce que je dis au niveau de la question, donc j'ai d'abord présenté mon inquiétude sur la compréhension des coûts directs et j'ai signalé que ces coûts étaient liés au traitement de patients, donc aux politiques de santé. Et que donc, du coup, quand on doit parler de l'analyse de l'acte au niveau des individus, au niveau des entreprises, là, on ne parle plus du coût direct, on va plutôt parler de coûts indirects. Que ce soit des questions liées à la santé ou quoi, ça sera surtout de coûts indirects. Et excusez-moi si je puisse intervenir, c'est très très important d'établir les coûts directs et les coûts indirects parce que ici en Europe, nous avons eu les problèmes du soutien financier de l'Union européenne qui nous donne la possibilité d'intervenir sur des coûts directs et indirect, et c'est très, très difficile de comprendre quel type d'emploi de financement nous pouvons faire. Et on doit établir exactement ce que c'est les coûts directs, et ce que sont les coûts directs et ce que sont les coûts indirects. Et ça pourrait être une question d'approfondissement de
ces items. Parce que je pense que les problèmes du soutien financier, c'est quelque chose qui va toucher tous les pays. Et donc, serait bien de faire déjà une liste de ce que est réellement le coût direct, et parce que si nous pensons au coût de formation des médecins, il s'agit d'un coût direct ou il s'agit d'un coût indirect? Ça, c'est une grande question, parce que quand on parle de triage, quand on parle d'intervention du médecin, alors il faut bien comprendre s'il est préparé et s'il n'est pas préparé, s'il a, il a eu une bonne formation ou non, ou s'il doit faire de la formation. Alors, ça, c'est un coût direct qui doit se prendre l'hôpital, ou bien ça doit prendre l'université, ou bien comment ça va être expliqué. Oui, oui, Oui. vous avez raison, professeur. Merci pour cet ajout. En fait, oui, la littérature présente de manière très claire l'analyse d'impact socio-économique dans le coût indirect, c'est-à-dire parce que avec l'avènement de la maladie, l'État a pris telle ou telle politique publique, c'est-à-dire par exemple fermeture des frontières, a fermé les églises, comment on dit, interdiction des activités le soir, etc. Ça, c'est une politique qui a été prise, mais quel est l'effet de ça? Ça veut dire en fait que parce qu'on a fermé les frontières, la maman qui a l'habitude d'aller acheter de la farine au Rwanda ne doit plus y aller. Donc, ses enfants ne doivent plus manger. Ça, c'est un effet indirect. Un effet direct, nous, la maladie est là. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons investir dans le soin de santé. Nous devons former de médecins. Nous devons engager plus de médecins, etc. Ça, ce sont des coûts directs. Nous devons traiter le patient, le malade, etc. Ça, c'est un coût direct, si je peux résumer ainsi. Bien, merci. Nous avons encore 10 minutes pour, avant la prière pour des autres questions. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, bienvenue. Moi, est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, allez-y, Ambroise. Donc, pour moi, le coût direct et indirect, ça dépend toujours de, par rapport avec les mesures prises pour contenir la maladie. Pour moi, c'est le cas des responsabilités civiles en droit. Donc, lorsqu'il y a un lien de causalité directe avec, direct ou indirect, s'il n'y a pas un aléa qui a rompu le lien de causalité, on peut parler de coût direct. Et lorsqu'il y a un aléa, là, on peut parler de coût indirect. Par exemple, si on doit, moi, je suis homme d'affaires, je dois aller en Chine tous les jours. Et l'État me dit n'y allez plus. C'est l'État qui m'empêche d'y aller. Je suis directeur de CAA. L'État me dit il ne faut plus voler. Là ce sont des coûts directs. Je suis enseignant, ou je suis pasteur ou curé. On me dit qu'il ne faut plus célébrer la messe. Là, ce sont des coûts directs. Mais maintenant, la conséquence de ça, si moi, chrétien, je n'arrive pas à recevoir mon Eucharistie puisqu'il n'y a plus de messe, là, c'est indirect. Donc, voilà, et pour moi, c'est ça, ce sont des questions toujours des responsabilités étatiques, puisqu'il s'agit de la santé publique ici, et c'est l'État qui a pris des mesures. Pour Ebola, par exemple, on a pris des mesures, et il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont renoncé d'aller dans des zones déterminées, puisqu'ils avaient peur. Mais ici, c'est l'État. On a décrété l'état d'urgence. Et quand on décrète l'état d'urgence, c'est la responsabilité de l'État. C'est ce qui fait que l'Union européenne devait intervenir, devait payer. La Confédération suisse devait payer puisqu'ils se sont fondés sur la Constitution pour interdire les activités étatiques. Là, c'est la responsabilité directe de l'État. Donc là, c'est pourquoi là, pour moi, je qualifierais cela des coûts
directs de la maladie, puisque ce sont des coûts consécutifs aux mesures prises par l'autorité publique. Et les coûts indirects, ce sont les coûts qui sont générés pas directement par les mesures prises par l'État, mais par d'autres facteurs. Voilà, je vous remercie. Merci. Une autre question, juste tout de suite, par Christian, qui est le prof. Allez-y, parce que nous avons encore 5 minutes avant la prière. Merci beaucoup, prof. Roméo. Je voulais juste relancer ma dernière question sur les hétérogénéités des groupes. Je crois que quand vous faites une analyse d'impact, généralement, on montre les résultats par sous-groupe. Dans ce que vous avez fait, généralement, c'est par genre ou bien par groupe d'âge. Et l'objectif de cette hétérogénéité, c'est souvent pour nous permettre d'identifier les mécanismes. Et je suis vraiment très intéressé par ces tableaux parce que ça montre en fait qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les différents groupes. Donc, quand vous parlez des ménages et des SMI, mais je voulais quand même connaître, pour quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas bien, un de vos lecteurs qui ne connaît pas bien le pays, il peut vous dire intuitivement que les gens qui sont connectés à l'électricité, normalement, ils ont de l'information. Donc, ils peuvent savoir comment éviter, en fait, les effets négatifs de COVID. Mais dans les résultats qu'on trouve ici, l'impact est large dans ces groupes qui est connecté par rapport au groupe qui n'est pas connecté. Donc, c'est juste, je voulais savoir pourquoi on a ces résultats. Donc, s'il y a quelque chose qui peut expliquer ça, c'est ce que je voulais juste savoir. OK, merci. Monsieur Lunanga, à vous la parole. Merci Christian. Je vais d'abord commencer par la phrase par laquelle vous avez fini. L'impact n'est pas large entre les groupes connectés et les groupes non connectés. 89%, 75%, c'est différent parce que tu le vois, mais statistiquement, ce n'est pas significatif, ce n'est pas une différence. Maintenant, pour intervenir de manière générale, oui, l'analyse de l'hétérogénéité, oui, elle est vraiment très importante. Et on peut rester là toute la journée en train de faire devant Stata plusieurs sortes d'hétérogénéité pour essayer un peu de trouver le résultat qui parle bien. Mais rappelez-vous que l'objectif de la recherche était ici justement de comparer les deux maladies, l'ampleur de ces deux maladies. Et donc, du coup, notre analyse d'hétérogénéité a été ancrée que sur cette idée-là, comparer les deux maladies, et aussi le voir au niveau de la différence entre les deux types de milieux. Donc, du coup, ça nous permet de nous concentrer aux choses très, très importantes. Bien sûr, les autres choses là, l'âge, le sexe, donc, toutes les catégories de la population sont aussi très importantes et que nous allons justement faire pour améliorer la qualité du travail. Mais c'est vrai, on devait se concentrer sur ce qui pique le plus avec l'objectif de recherche. Mais c'est vrai, nous allons le présenter, nous allons approfondir la question. Bien, merci Monsieur Lunanga. Nous pouvons dire d'être très satisfaits par votre présentation et encore plus par vos réponses. Et je pense que ce sujet sera un bon sujet de réflexion et tous nous pouvons approfondir pour donner nos considérations et nos solutions, envisager des solutions. Et maintenant, je donne la parole à Nadine pour la prière. Et nous avons respecté le temps, donc nous avons encore 5 minutes. La prière à Nadine et puis la parole à la prof Claudine pour nous saluer. Merci. À vous la parole, Nadine. Oui, merci. Merci de m'honorer pour la prière. Je pensais la faire en début, en fait. Donc, c'est bien. Bon, je clôture. Donc, voilà, je viens, Seigneur, te remercier parce que nous avons passé un très, très bon moment de partage
Oui, Seigneur, nous élevons cette prière commune vers toi pour nous réconforter, Seigneur, en ces temps difficiles de consternation dans le monde. Nous nous tournons vers toi pour trouver force, salut et soulagement. Oui, Seigneur, libère-nous de la maladie, de la peur, guéris les malades dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ, réconforte les familles. Donne la sagesse, Seigneur, à nos dirigeants, aux dirigeants de ce monde. Donne-leur de l'énergie et sois aussi avec les médecins et tous les soignants, les bénévoles, etc. Nous nous abandonnons, Seigneur, en ce moment et sois avec nous, délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Merci, mon Dieu, mon roi, et bénis les personnes qui ont participé et ceux qui n'ont pas pu participer. Et fait que, voilà, pour les prochains débats, que ça soit encore, on va dire, encore mieux qu'aujourd'hui. Et merci, mon Dieu, mon roi. Amen. Bien. Merci, Nadine. Et si la prof Claudine Oui, est là, nous oui, je attendons. suis là. Oui. En tout Merci, cas, prof. merci beaucoup pour le niveau élevé du débat. Merci à notre orateur du jour qui nous a présenté la situation, la comparative entre Ebola et l'impact d'Ebola et COVID-19. Comme j'ai bien suivi les débats, il y a plusieurs intervenants qui ont demandé un approfondissement parce que c'est vraiment dans l'intérêt pour notre pays et aussi pour le monde d'avoir une telle étude. Voilà, donc je dis merci à Elie pour avoir pris de son temps pour nous expliquer les résultats des recherches qu'ils ont menées avec d'autres de ses collègues. En tout cas, merci. Merci au professeur Chiminello pour avoir pris aussi de son temps pour modérer la séance d'aujourd'hui. Merci aux différents participants. Nous disons merci à nos autorités qui permettent à ce que nous puissions nous retrouver régulièrement pour une discussion qui n'est pas seulement limitée aux professeurs, comme vous le voyez, mais aussi aux doctorants. C'est un moment qui peut leur permettre aussi d'enrichir leurs recherches. Donc, nous restons ouverts à toute proposition de présentation, de discussion, parce que l'idée ici, comme on l'a dit dès le début, ce n'est pas de la critique, mais c'est vraiment emmener à ce qu'on arrive à des propositions claires. Donc, voilà l'objectif de nos différentes séances. Voilà, donc je vous dis merci et bon week-end. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Merci. On pourrait avoir À la prochaine. alors les fichiers. Les Oui, fichiers. j'ai le fichier depuis hier, donc on pourra le mettre à disposition. OK. Super. Au revoir à tous. Au Bon revoir week-end. et bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir, merci, merci. Merci. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Thank you.